Moi, je pense que il faut appeler un chat un chat. Je le dis et je me tiens, la vie des nations, c'est comme la vie de famille. Et dans une famille, il y a des grands frères, il y a des petits frères. Non, Guillaume, mais ça peut être mal interprété. Oui, mais sur quelle base peut-on dire, par exemple, que Mali est le grand frère de notre excuse-moi. C'est une question En Amérique directe. en Amérique du Nord, les États-Unis sont les grands frères. Du Mexique, du Canada, c'est connu. En Asie du Sud-Est, c'est la Chine. Voilà. Mais Guillaume, je viens aussi. Oui. Je veux vous dire que tout dépend du contexte dans lequel on est. Moi, je veux bien le contexte est légèrement tendu. Même quand il y a des mésententes, c'est justement parce que chacun connaît sa place qu'on peut aller de l'avant. Voilà. Et je dis, on parle d'humilité. Je pense que de la part des autorités ivoiriennes, c'est plutôt de la responsabilité. Parce que nous sommes conscients. C'est une autre lecture. Moi, je pense que c'est plutôt de la responsabilité. Nous sommes conscients que nous avons une sous-région qui fait face à des menaces importantes pour nos populations. Et nous, en tant que pays leader, nous avons conscience des enjeux. C'est vrai, il arrive que, nos voisins ont choisi d'autres chemins. Encore que M. Alafé l'a rappelé, à juste titre. Les prises de position de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la CEDEAO, sont des prises de position de principe, sur la base des engagements que les États ont pris à respecter la démocratie et l'expression du suffrage pour désigner les responsables des États. Les coups d'État ne sont pas la règle. Donc ceux qui choisissent les coups d'État se mettent en marge. Et c'est la responsabilité de la Côte d'Ivoire de le rappeler à ceux qui le font. Bon, ils le prennent mal, c'est dommage, mais après, il faut que chacun, connaissant sa place, revienne à de meilleurs sentiments. Et que les autorités ivoiriennes aient choisi, aient été demandeuses ou pas, parfois on est obligé de faire des gestes pour, entre guillemets, comme on dit en Côte d'Ivoire, aller vers la honte sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina, où est-ce qu'ils peuvent aller avec cette situation? Vous prenez... Oui, où est-ce qu'ils vont aller? Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont un régime de transition à conduire jusqu'à son terme. Il faut face à l'insécurité généralisée. Tous les objectifs fixés par la transition ne sont pas atteints. Bon, vous prenez nos pauvres gendarmes. Donc, finalement, les autorités ivoiriennes qui voient que nos cousins sont dans un cul-de-sac, leur tendent la main. Donc, c'est plutôt une attitude de responsabilité qu'il faut saluer. Ce n'est pas une question d'humilité ou pas. Personne ne dira que la Côte d'Ivoire a le même poids politique et diplomatique et économique que le Burkina Faso. Voilà. Donc, quand vous êtes responsable, vous êtes le grand frère d'une famille, et que vous voyez que votre petit frère s'amuse un peu, bon, vous ramenez tout à l'ordre et puis tout va bien pour tout le monde. Bon, d'accord, très bien. On vous a bien compris. André? Non, il n'y a pas d'un côté les petits frères et de l'autre les grands frères. Il y a deux États, voilà, qui se respectent. Et je pense que, contrairement à ce que Aristide pense, dans un conflit, les parties dirigeantes sont très importantes. Et en la matière, la Côte d'Ivoire a choisi d'être la partie dirigeante en demandant. Je signale que c'est plutôt le ministre d'État, ministre de la Défense du Burkina qui a déclaré que la Côte d'Ivoire était demandeuse. Voilà, oui. Et donc, c'est important. Mais pour moi, ce n'est rien d'autre que de l'humilité, comme les uns le disent, ou de la responsabilité, comme les autres le disent. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans un conflit, c'est très important, la partie diligente. Ça, c'est ce que j'aimerais relever. La deuxième chose, c'est que, oui, ça se passe à Niangoloko, qui est à la frontière sud-ouest, au sud-ouest de la côte du Burkina Faso, donc au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une localité voisine de la Côte d'Ivoire, vous voyez. Et pour ceux qui ont déjà pris le train pour aller à Bobo-Dioulasso, c'est l'une des premières localités qu'on trouve dans le train au niveau du Burkina Faso. Donc c'est une importante localité. C'est très symbolique que les deux dirigeants se retrouvent là. Sur certaines images, vous verrez donc des pick-up, des chars et tout cela, dont certains sans doute ont été fournis par la Côte d'Ivoire, parce que, ironie du sort, oui, effectivement, parce que la Côte d'Ivoire a quand même débloqué pas moins de 2,3 milliards de francs CFA en mars 2023 pour aider le Burkina à acquérir des matériels militaires. Première chose. Deuxième chose, en 2019, alors que le président Alassane Ouattara était président en exercice de l'UEMOA,
il a fait donc débloquer 65 milliards pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans la lutte contre le terrorisme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Ivoiriens ont compris qu'ils ont tout intérêt à ce que notre sous-région ne bascule pas dans l'escarcelle du terrorisme. À preuve, c'est qu'il y a eu quand même des attaques de Kafolo qui sont aussi parties, justement, du Burkina Faso. Et pour répondre plus précisément à votre question concernant la libération des soldats de part et d'autre, voilà ce que le ministre d'État Téné Birahima dit. Il dit nous avons passé en revue tous les points de relation entre les deux pays. Cela veut dire que la question des soldats a été aussi évoquée. Voilà, donc pour moi, il ne serait pas surprenant que les soldats puissent être libérés dans les jours qui viennent. D'accord. À la fin? Oui, ce n'est pas surprenant qu'ils puissent être libérés. Il y a aussi un média burkinabé qui a indiqué que la Côte d'Ivoire a augmenté sa fourniture en électricité au Burkina Faso dans cette période-là. Et je pense que a augmenté la fourniture d'électricité au Burkina? Oui, oui. Dans cette période, je pense que cela est à souligner puisqu'il dit que tous les sujets ont été évoqués. Il ne faut pas oublier que quelques jours avant la rencontre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avait préparé les esprits à cela au niveau ivoirien et sans doute la question a été évoquée au niveau du gouvernement puisqu'il a dit les contacts ne sont pas rompus avec nos frères, les états-majors se parlent et très bientôt, vous verrez les choses bouger. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui a été préparé. On a même vu qu'il y a des documents, quelque chose a été signé. Donc, il y a des copies qui ont été faites. Et je ne pense pas que c'est là-bas, sur place, que ce travail-là a été réalisé. Ça a été déjà fait en amont. Et aussi, le travail se poursuivra en aval. Et il faut le souligner. Moi, je le pense. Je crois que c'est ce qu'il faudra mettre en avant. Et puis, peut-être le temps de la polémique et des débats viendront. Le temps de la polémique et le temps des débats viendront. Très bien. Bien. Guillaume, ensuite oui, à la fin. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la vérité. Qui n'aime pas la vérité, oui, Guillaume? Non, M. Chaud qui dit oui, ma prise de position le gêne. Mais M. Chaud. Non, Guillaume, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la vérité. Oui, c'est son point de vue. Oui, bon, je veux dire que, ici, sur le plateau, on a dit que la Côte d'Ivoire a donné de l'électricité au Burkina. La Côte d'Ivoire a donné des milliards au Burkina. La Côte d'Ivoire a donné ceci au Burkina. On n'a pas dit ce que le Burkina nous a donné. Mais c'est parce que nous sommes le grand frère que nous pouvons donner de l'électricité, que nous pouvons donner des moyens militaires, parce que nous sommes soucieux de la vie de la famille. Mais c'est condescendant. Voilà. Oui, non, ce n'est pas la condescendance, c'est la stricte vérité. Maintenant, que cela soit mal interprété, c'est aussi l'opinion des uns et des autres. Moi, je veux dire ceci. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu de visée belliciste vis-à-vis de ses voisins. Qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse du Burkina aujourd'hui, ce sont toujours nos voisins qui... Bon, c'est toujours normal de pouvoir titiller un peu le grand frère, mais il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Il faut que... Quels sont-ils, ces fondamentaux? L'amitié des peuples, les relations, on appelle les relations économiques. Nous sommes interdépendants, même s'il y a quelqu'un qui en a plus que d'autres. La sécurité de notre sous-région. Voilà les enjeux. Il ne faut pas se laisser distraire par des petites velléités de se faire voir. Il faut qu'on... Parce que si vous ne vous dites pas la vérité entre frères, bon, la famille ne peut pas bien marcher. D'accord. Voilà. Donc il faut que les amis comprennent qu'il n'y a aucune condescendance. C'est la stricte réalité. C'est quand chacun connaît sa place que les choses peuvent aller dans le meilleur des mondes. On vous a bien entendu, Guillaume. Moi, je pense que Guillaume Bato exprime ce qu'il pense librement. Et Guillaume Bato n'est pas une voix officielle ivoirienne pour inquiéter les intervenants ici ou extérieurs. Je pense que l'honorable pourrait être inquiet si cette posture de Guillaume Bato était endossée par une voix autorisée ou l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deux, on appelle la même chose à les autres pays. Je crois que lorsque les nouvelles autorités sont arrivées au Niger, il y avait eu des Ivoiriens qui étaient bloqués et le contact a été maintenu malgré les tensions de l'époque et ces Ivoiriens ont pu rentrer dans leur pays. C'est cela. Deux. Et en trois, je souhaite que ces échanges-là se poursuivent de façon fraternelle et que les gens n'oublient pas quand même que
de façon générale, la Côte d'Ivoire, au-delà des positions sous-régionales, a toujours eu ce que le frère appelait le réalisme diplomatique. C'est ce réalisme diplomatique qui avait permis que le Mali, sous coup d'État en tant qu'État, vienne à Abidjan pour assister au sommet UPU avec le Premier ministre Chorel Maïga, déjà, qui a rencontré les autorités ivoiriennes. C'est ce réalisme-là qui a permis au président Damimba d'arriver à Abidjan. Et puis, quelque temps après, il a été renversé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens, de mon point de vue, au-delà du coup d'État, à Ouagadougou, pensent que Abidjan est hostile aux autorités. Et c'est des hostilités, des positions de principe qui sont souvent transformées comme une hostilité à un peuple, à un pays, alors qu'il n'en est rien. C'est des désaccords diplomatiques, c'est des désaccords de vision qui n'ont rien à voir avec les peuples eux-mêmes, parce que les peuples du Burkina Faso vivent en toute liberté en Côte d'Ivoire, et comme il a dit, les Ivoiriens vivent en toute liberté, en paix et en intelligence au Burkina Faso. Il est important de faire ce type de démarcation entre les divergences qu'il peut y avoir, point de vue officiel, entre des gouvernants et des représentants des États et la vie même des populations, la vie entre les populations. Ali, pardon. Ali, ce que je retiens, c'est la démarche, l'approche managériale, l'élégance diplomatique et surtout le nouveau départ. Hein, ça a été dit plusieurs fois. Et je pense que, je le redis, entre les États, en droit international public, c'est la courtoisie. Et ce qui compte, c'est surtout ce que apporte l'ère Ouattara, le président Ouattara. Vous savez, depuis qu'il est là, sa démarche d'abord en interne, c'est la paix, de construction à partir de la paix. Ensuite, la paix avec les voisins. Et je pense que, pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous avez un petit chat dans la gorge. Je crois qu'on va y arriver. Donc, on retient que, moi, ce que je retiens, c'est que nous sommes face à une ère qui est une véritable école. Je crois que le